il est de coutume que celui ou ceux qui font les conclusions se retirent un peu dans l'après-midi pour justement préparer leur papier. Et évidemment, ça n'était pas possible pour nous. La personne qui aurait dû faire les conclusions, c'est Xavier Baralialtet, professeur à l'Université de Venise, qui a manifesté son intérêt pour ce colloque déjà depuis de nombreuses années, et puis qui a réitéré effectivement récemment, mais des problèmes de santé graves. Il est convalescent de gros problèmes cardiaques, ne lui permettent pas encore actuellement de voyager et de nous rejoindre. Il vous prie de l'en excuser, et nous l'en excusons bien volontiers en lui souhaitant meilleure santé, et nous lui fixons rendez-vous pour les prochaines sessions. Alors, dans ces conditions, je vais un petit peu lancer quelques idées de synthèse qui me sont venues à l'esprit au fur et à mesure de notre réunion. Mais je voudrais d'abord, en votre nom, remercier vraiment très chaleureusement mon voisin, Dominique Alios, qui œuvre depuis plusieurs années dans l'organisation de ce colloque, l'organisation scientifique, mais aussi l'organisation matérielle, et qui se dépense beaucoup, ce qui fait que parfois il est peut-être un petit peu fatigué, et ça explique peut-être certains incidents, mais bon, finalement la journée s'est bien passée. Et puis, alors, évidemment, le président de Terre Romane d'Auvergne, parce que maintenant Terre Romane d'Auvergne est notre principal soutien, majeur soutien pour l'organisation de ces colloques, au milieu d'autres responsabilités, et Nathalie Monniot, que vous avez vu aussi se dépenser de diverses manières pour assurer la logistique de cette affaire. Mais aussi qui intervient, parce que c'est aussi une historienne de formation, elle n'est pas seulement une logisticienne administrative. Alors, quelques réflexions rapides. Bon, d'abord, nous avons pas mal balayé l'espace, en particulier grâce à nos amis qui sont venus, l'un du Maroc, l'autre de Belgique. Et puis nous avons voyagé, au fond, beaucoup à travers non seulement la France, mais c'est des allusions à la péninsule ibérique, beaucoup à l'Italie, un petit peu au Saint-Empire. Nous avons aussi voyagé dans le temps, parce que nos colloques sur l'époque romane, évidemment, sont centrés sur les 11e, 12e et début du XIIIe siècle. Début du XIIIe siècle parce que il y a des régions d'Europe dans lesquelles l'art roman s'est poursuivi jusqu'à cette période-là. Je pense par exemple au Saint-Empire ou à l'Europe centrale, en Pologne ou dans le vaste royaume de Hongrie médiévale. En même temps, parce que nous sommes historiens, nous savons bien que l'art roman et la culture romane n'a pas pu surgir du néant. Et donc, évidemment, il faut regarder un petit peu vers l'amont. Les références à la romanité ont été également abondantes. Mais aussi les références à des civilisations voisines. On a évoqué donc le monde musulman, on a évoqué Byzance, on a évoqué les Normands et le monde nordique, soit comme initiateurs d'un certain nombre de sensibilités, soit comme passeurs également, ce qui nous fait rejoindre évidemment l'idée des mobilités. Le Conseil scientifique avait dans l'argumentaire d'appel à communication insisté sur la nécessité de varier et de croiser les sources. Et c'est ce qui a été fait effectivement, parce que quand on reprend non seulement les titres, mais également les contenus et les preuves visuelles qui ont été affichées à l'écran, eh bien, on s'aperçoit que, alors bien sûr, l'iconographie est présente de la part de nos amis historiens d'art et archéologues, mais il y a aussi le poids que je vois bien de plus en plus important
de ce que j'appellerais les images techniques, c'est-à-dire celles qui sont issues non seulement de la photographie aérienne, qui elle a quand même une certaine ancienneté de pratique, mais aussi par exemple de l'usage des drones, qui ne servent pas uniquement à faire la guerre, Dieu merci, et puis bien sûr le lidar, qui ouvre de nouvelles perspectives. Alors tout cela croisé avec des sources plus traditionnelles que sont donc les données textuelles, mais je rappelle que ces données textuelles doivent être sans cesse retravaillées, d'abord parce que il arrive, c'est pas très fréquent, mais il arrive quand même que leur stock puisse s'augmenter par des découvertes archivistiques, pourquoi pas, mais aussi parce que la compréhension que nous en avons évolue. Elle évolue en particulier justement par le croisement des disciplines, l'archéologie par exemple pouvant donner de nouveaux éclairages et de nouvelles explications sur des termes ou des passages un peu obscurs d'un texte, et inversement les archéologues ont toujours eu l'habitude effectivement d'aller regarder du côté des textes pour essayer de précautionneusement de s'aider dans leurs travaux. Et quelquefois, donc, il leur arrive de venir contredire justement les textes, ce qui relance l'intérêt. Les témoignages odonymiques et de toponymie donc des voix, on a bien vu ce matin effectivement comment ils pouvaient apporter beaucoup de découvertes et aussi beaucoup de questions, mais les questions font partie effectivement de la science. Il n'y a pas de science sans questionnement et sans renouvellement de questionnement. Et puis bien sûr, le socle d'archéologie et d'archéologie du bâti. Donc tout cela a été, je crois, assez bien brassé, croisé, d'une communication à l'autre et à l'intérieur même des différentes communications. Et c'est donc l'image de sciences historiques au pluriel, pour toutes les englober, sous une seule étiquette unificatrice. Tout cela illustre donc les avancées des sciences historiques et le fait que l'histoire ne cesse de se faire et d'être révisée. Variété aussi des types de voyages qui ont été évoqués. Bon, des voyages réels évidemment, quelle que soit leur nature et leur motivation. Mais aussi, on l'a bien vu, des voyages dans l'imaginaire, voire même dans l'onirique, et puis même des voyages d'intention, et même de remplacement, c'est-à-dire que le voyage est réalisé effectivement dans un espace très restreint, mais il ouvre effectivement une perspective au moins spirituelle et en quelque sorte homothétique sur des voyages plus amples. L'exemple des Saints-Sépulcres, qui sont des Jérusalem en miniature, en réduction. Ce qui n'empêche pas donc éventuellement d'y appliquer des liturgies tout à fait cohérentes et tout à fait riches. Et puis, je voudrais terminer donc ces quelques réflexions sur quelque chose qui me paraît tout à fait important. C'est à travers effectivement le dialogue par vos questions et nos essais de réponse entre la salle et les communicants, mais aussi par les discussions un peu plus informelles au moment des pauses, au moment des repas ou après les séances, le dialogue entre... Alors, ce que l'on a pris l'habitude maintenant, de façon un peu péjorative d'ailleurs, d'appeler des sachants, on le prend comme ça nous tombe sur le dos... Autrefois, on disait des érudits, des responsables, effectivement, à divers titres, de politique de protection et de mise en valeur patrimoniale. Et puis, de nouveau, ça c'est aussi une joie de retrouver un public qui a été nombreux, hier déjà après-midi, ce matin et en début d'après-midi également. Nous retrouvons nos jauges d'avant le Covid et tous les ennuis que nous avons pu avoir par la suite.
Et ça, c'est vraiment la vocation, effectivement, du colloque d'histoire sur l'art roman et sur l'époque romane, que de faire dialoguer donc les différents publics et de rendre autant que possible les sciences historiques lisibles et dialogables, si j'ose dire, avec le public le plus large. Et vous savez que, par ailleurs, vous en avez eu le témoignage, les actes du colloque donnent lieu à une publication au sein de la revue d'Auvergne. Et donc, ça va être aussi une des tâches du comité scientifique que de réactiver ces publications qui, elles aussi, ont subi une période un peu de laisser-aller et de crise, de façon à rattraper notre retard de publication. Alors, en ce qui concerne le présent colloque, eh bien, j'adresserai d'ici quelques semaines une conduite à tenir, quelques avis sur la conduite à tenir aux différents communicants de notre présent colloque, en leur fixant également une date de limite de rendu de leur papier. Étant entendu que la version écrite peut être évidemment sans problème augmentée par rapport à la version orale, parce que je sais que la limite de temps, même si nous avions 30 minutes, ce qui était apparemment assez confortable, la limite de temps a un peu frustré un certain nombre des intervenants qui n'ont pas pu donner la totalité de la teneur de leurs propos. Eh bien, on retrouvera cette totalité de la teneur dans les actes écrits. Voilà. Du coup, je te passe la parole. Merci, mais ça va être difficile de dire un truc intelligent après M. Frey. Oui, non, mais j'assume. Ça fait bientôt 71 ans que je fais des efforts démesurés pour tenter de paraître sérieux. Voilà. On a le droit maintenant de me lâcher. Oui, mais c'est... Donc, moi je voulais vous remercier à tous parce que c'est un beau colloque et puis le fait qu'ils reprennent du poil de la bête, c'est vraiment une très belle chose. Je voulais remercier aussi Nathalie, Alphonse, toute l'équipe qui organise le colloque, Jean-Luc, qui par sa modestie a oublié de le dire. Et puis, en parlant de mondialisation, derrière, vous avez Aki, qui est un étudiant chinois et qui vit en France depuis 10 ans et qui est plus français que chinois, auvergnat, très breton. Et ça nous montre véritablement dans quel monde on vit, c'est-à-dire ce monde mondialisé. Et on n'arrive même pas à en voir l'ampleur de cette mondialisation. Alors c'est sûr qu'il y a des replis politiques identitaires dans toutes les parties du monde, et l'ouverture de ce colloque, mobilité, voyage et voyageurs à l'époque romane, c'était un choix largement assumé, c'est-à-dire voir comment on se déplace, qui se déplace, comment on se déplace, et ça au Moyen-Âge. Ce que j'ai trouvé beau, et je les remercie, c'est les jeunes et les nouveaux venus, que ce soit donc Ludivine, Gabriel, Youssef aussi, par leur arrivée, et bon, je pense bien sûr à tout le monde, mais votre arrivée et votre insertion dans toutes les communications dégage beaucoup de choses qui sont des thèmes croisés, récurrents, et qui ouvrent des pistes de recherche par les communications les unes juxtaposées après les autres. C'est assez étonnant de voir un colloque qui n'est pas simplement des communications fermées les unes après les autres. Et deuxièmement aussi, ce que je voulais souligner, c'est que tous ces des personnes qui montrent une passion et un amour du Moyen-Âge et de la recherche. Et ça aussi, c'est extrêmement touchant. Alors, pour parler un petit peu sur le fond scientifique du colloque, l'introduction de Jean-Luc Frey nous a bien permis de voir que l'Auvergne, c'est un espace politique. D'abord, ce n'est pas un espace naturel défini comme tel au Moyen-Âge, et que ces espaces politiques complexes sont assez vertigineux, du fait aussi qu'il est non pas une partie du Royaume de France, mais qu'il est en contact ou enclavé avec les comtés de l'Aquitaine, le comté de Toulouse, le comté de Barcelone, surtout le Saint-Empire, qui est souvent mis
C'est un empire germanique où on n'imagine même pas que la vallée du Rhône lui appartenait, ainsi que la ville de Lyon. C'est quelque chose qui est souvent effacé dans les livres d'histoire, assez logiquement bien sûr, mais déjà d'avoir posé le cadre, ça nous aura complètement, par essence, désenclavé complètement l'Auvergne. Après, pour les voyages, bon, bien sûr, les deux communications de Ludivine et de Gabriel sur ces personnages religieux, donc Odon et son chroniqueur, ce duo assez incroyable qui est des hommes qui enfin, je veux dire que Ludivine Mazelli nous a amenés au travers d'un homme qui raconte le voyage d'Odon et qui voyage avec lui. C'est aussi une histoire extrêmement sensible et complexe, même si c'est une chronique irremplaçable sur le point de vue historique. Parce que bon, ces grands abbés, bon, qui est un espèce de Bernard de Clairvaux avant l'heure, hein, que Bernard de Clairvaux, il a fait toute l'Europe en long, en large, en travers, avec des ronds au milieu, puis des sautérieux. Ce sont quand même des abbés qui sont des prêcheurs et des évangélisateurs. Même si l'Europe est déjà, enfin la chrétienté, tout le monde est chrétien, ils re-christianisent, ils ne cessent sans cesse de faire cela. Et on le voit bien dans les réformes. Alors les réformes, on met des guillemets partout, mais quand les bénédictins s'emparent d'une église ou d'un ordre, d'une abbaye, pardon, ou d'un prieuré, chaque fois, il le décrit comme un prieuré marqué par le désordre, la dégénérescence, des mœurs absolument épouvantables, avec des abbés qui font des horreurs en buvant et en mangeant du fromage. Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent et qui montre que, effectivement, il y a effectivement les vœux d'hérémitisme, cette personne qui est enfermée dans sa cellule, mais en même temps qui doit, l'abbé, lui, il est un autre personnage qui se sanctifie presque par lui-même. Par contre, pour Gabriel Verlick, qui faisait sa première présentation, nous a montré un personnage qui est un peu le loser de l'histoire, c'est-à-dire il part, il revient, bon, c'est pas grandiose, mais c'est pas le seul. Et on a des textes, alors bon, moi je pense toujours à Sylvestre II, qui a prêché la croisade en France, donc il est présenté comme le pape de la croisade, mais en fait il a passé quasiment 2 ans en France. Comment Urbain II, pardon, je me suis trompé. Urbain II qui prêche la croisade en France, il passe quasiment 2 années en France, et quand on voit la carte qui a été montrée, on voit qu'il fait des ronds, des retours, il ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'il ne pouvait pas revenir à Rome, parce qu'il y avait un petit pape, et qu'il avait besoin d'un appui de français, donc il a fait, il était un peu la vache, j'exagère un peu, mais il allait d'un abbaye à un abbaye, il consacrait une église en construction, achevé, consacré un hôtel, donc il a fait une pérégrination qui est assez étonnante, et Gabriel a donné aussi un regard sur un homme d'église qui est presque proche d'un personnage de Umberto Eco, sur ces personnages-là. Alors après, bien sûr, sur les voies terrestres, les voies navigables, bon, Emmanuel Grélois et Antoine Coquois nous ont montré 2 approches, l'une par les mots, l'archéologie des mots, et Antoine par l'archéologie des airs, ces oiseaux que sont les drones, et on voit qu'il y a des réseaux, des systèmes routiers, mais ce sont des réseaux routiers qui sont toujours issus de l'Antiquité, mais qui sont toujours en évolution et qui sont mobiles. On voit que les mots évoluent, qu'il y a toute cette science de la toponymie avec ces évolutions. Et bon, Antoine n'a pas eu trop le temps de le présenter, mais ce qu'il est apparu, c'est qu'on a trouvé, par exemple, sur les grands cols, qui sont des endroits incontournables pour les voir, le fameux col de la Croix-Mauron, où il y a les vestiges d'un relais antique, mais pas médiéval. Alors c'est pas une mutation, parce que les antiquisants sont très pointillés là-dessus, mais enfin, bon, il y a un relais antique. Et puis la voie est entretenue, probablement renforcée aussi à l'époque moderne, avec la Grange La Védrine, qui appartient à la mairie de Saint-Nectaire. Et des fois les voies se décalent, des fois les carrefours se multiplient. Un seul carrefour devient 4, 5, 6 petits carrefours, et on voit aussi des thématiques apparaître. Donc, la pérennité des espaces, des voies l'est, mais la mobilité au sein même de la voie et des
des chemins est omniprésente, et même dans leur nom, leur toponymie, et ça c'est une recherche aussi très très dynamique qui, bon, ces deux présentations ont vraiment réactualisé le problème qui est pourtant étudié depuis très longtemps, mais toujours un peu répété avec des grandes idées, comme les grandes voies nord-sud, est-ouest de l'Empire romain qui continuent jusqu'au Moyen-Âge. Alors, et puis après, bien sûr, on passe avec la mer, hein, avec Youssef et Aurélie Stucker, où on voit que la mer, c'est danger, qu'elle soit, enfin l'eau, pardon, qu'elle est dangereuse à tout point de vue, qu'elle soit par fleuve ou par la mer, et que donc, par exemple, donc ces naufrages fréquents, ces miracles où on s'échoue, on arrive à sauver, donc bon, ben, on construit une église à Céphalou, mais effectivement, tout le Moyen-Âge va être marqué par cette terreur de l'eau et l'omniprésence de l'eau. Alors, ce qui est tout à fait surprenant, effectivement, c'est la typologie des ports de Sicile, que nous a montré Youssef, qui sont des ports structurés avec des quais, avec des docks, avec des aires de décharge et d'accostage. Or, bon, en Europe, on est un peu, enfin, je veux dire, sur la côte européenne, on est un peu démunis par rapport aux données. Il semblerait effectivement qu'il y a de l'échouage, qu'il y a aussi des chalons, c'est-à-dire on décharge un petit bateau, décharge le gros bateau. Ça se faisait aussi dans l'Antiquité à Alexandrie. Et après, il y a aussi des très très grands ports, comme le site de Dorstadt sur le Rhin, qui est un port carolingien qui fait des dizaines de kilomètres de long, que les archéologues ont mis en lumière en dégageant les vestiges de bois. Et là, il y a des quais. Et là, par contre, on n'a absolument aucun texte, aucune donnée technique par rapport à ça. Mais il est clair que le monde arabo-musulman et le monde de l'Italie du Sud en particulier étaient dans une avance qu'il faut attendre effectivement 3 ou 4 siècles pour qu'on arrive là-dessus. Et pour Aurélie Stucker aussi, on est toujours avec... Alors, on arrive dans un autre Moyen-Âge. Moi, je pense que bon, le Moyen-Âge bascule dans les années 1260, d'une part par l'arrivée des Mongols, et puis bon, par l'expansion européenne, avec donc des grands mouvements comme les Anjou, les Aragonais, puis bon, là, la croisade de Saint-Louis, on voit les moyens colossaux qui ont été mis en forme, quoi. 500 chevaux qui traversent le détroit de Messine. Moi, j'aurais du mal à en faire traverser 500 chevaux, enfin, puis c'est phénoménal. Et quand on voit les moyens techniques qui sont mis en place par Saint-Louis pour faire la croisade à partir d'Aigues-Mortes, parce qu'il construit une ville-porte qui est Aigues-Mortes, qui est elle-même rassemblée avec tout un réseau de construction, dont la ville de Carcassonne, enfin, c'est une gestion à la fois de territoire, d'économie, qui est à des spectres qui dépassent des fois nos éléments de calcul ou d'imagination. Alors, bon, je continue. Alors, vous avez, bon, bien sûr, l'incroyable présentation de Pascal Chevalier sur cette mini-Jérusalem de poche, qui est, c'est pas petit quand même, c'est grand. C'est très grand, quoi. Moi, je pensais à la réplique du Saint-Sépulcre en Narbonne, qui est de l'Antiquité tardive, qui est un petit monument de pierre. Voilà. Là, c'est une vraie maquette. Mais là, on construit quelque chose qui est complètement faramineux. Et on se pose la question, est-ce qu'il ne veut pas faire son sépulcre à lui, quoi? Alors, effectivement, toutes les chapelles circulaires ou concentrées qui font couler beaucoup d'encre, comme celle du temple de l'Enlève en Bretagne, mais qui est directement rattachée à cette politique d'imitation des Saint-Sépulcres, sont connus, mais là, ce cas-là est, bon, dans l'archéologie rupestre, elle est très connue, mais enfin, du point de vue de l'analyse de l'histoire de l'art, du fonctionnement religieux et de l'histoire des religions et du pèlerinage, c'est tout à fait étonnant, quoi. Enfin, moi, ça m'a bluffé, quoi. Et donc, justement, je rebondis sur les pèlerins avec la présentation d'Agnès. Ce pèlerin, il est invisible dans l'histoire de l'art. Il y a quelques petites statues. Il y aurait probablement aussi une statue très connue à Nancy, le retour du pèlerin.
mais qui a l'air d'être un faux, plus que faux. C'était Xenia Muratova, une très grande amie à nous, historienne de l'art, qui disait avec son accent russe, il n'est pas très vrai. Et effectivement, bon, c'est un pèlerin qui revient et sa femme l'accueille, mais bon, les âges ils ont marqué. C'est une scène très, très touchante, très civile, mais effectivement plutôt romanesque, plutôt romantique, pardon. Alors, les pèlerins, on a vu que bon, on a des sources par les religieux, par les nobles, mais effectivement, ces populations de pèlerins qui ont croisé tout le Moyen-Âge et l'époque moderne, on est incapable de quantifier ces mouvements de population. On sait qu'il y a des dizaines de milliers de pèlerins, des milliers de pèlerins à Conques, à Saint-Jacques, à Rome, etc. Mais c'est des flux qui nous dépassent un petit peu, sauf bien sûr à partir du XIIIe siècle où là il y a les ordres mendiants, les hôpitaux qui peuvent donner un peu de comptabilité. Enfin, toujours, bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout le monde. Tout cela pour dire que il y a toujours des grands référents qui frappent le Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire des grandes références politiques, des blocs politiques dont on a parlé, des grandes références qui sont Rome, le monde byzantin, le monde arabo-musulman est omniprésent, il n'est pas l'ennemi aussi déclaré et de façon aussi radicale qu'on peut l'imaginer, et c'est pas un monde noir et blanc, c'est un monde beaucoup plus passionnel, complexe, et c'est pour ça qu'on l'aime, et ce qui nous fait tous râler un peu, c'est les idées reçues et qu'on essaye d'abolir, mais effectivement, quelquefois, bon, que ce soit pour les routes de Saint-Jacques, que ce soit pour l'Europe ou la France, les terreurs de l'an 1000, ou tout ça, enfin, ces idées qui ont vraiment la vie dure et qui pèsent énormément sur notre recherche. Mais bon, voilà, ce qu'on a fait, on a raconté des histoires à partir de bribes de passé, des choses qui sont en mouvement, qui sont très difficiles à attraper, comme l'eau, comme le sable. Mais des fois, on a des petits rochers sur lesquels on peut s'accrocher. Et surtout, ce qui peut permettre de comprendre un peu la vulnérabilité de nos histoires, c'est si on a un regard unique, on n'arrivera jamais à faire avancer les choses. Et là, ce colloque permet, par la richesse des regards croisés, de nous offrir peut-être notre propre vision et interprétation du Moyen-Âge. Je vous remercie.